Bonjour et bienvenue dans Rideau Rouge, votre rendez-vous culturel hors des sentiers battus. Je suis Alex, metteur en scène et fondateur du Bazar Culturel. Après avoir été 7 ans directeur de compagnie, j'ai monté un centre d'animation itinérant pour démocratiser l'accès à la culture et encourager les pratiques artistiques populaires. Dans ce podcast, je pars chaque semaine à la rencontre de personnalités, libres penseurs ou collectifs qui contribuent par leurs actions au partage des savoirs et des expériences. Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord car le départ est imminent. Salut tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver en ce lundi pour le 40e épisode de Rideau Rouge. Déjà 40 semaines d'interviews à écouter et réécouter sur toutes les plateformes de streaming, c'est juste dingue. Je suis premièrement ravi d'avoir tenu le coup et de prendre toujours autant de plaisir à l'animation de ces rencontres hebdomadaires, mais également très reconnaissant de l'audience qui ne cesse de croître sur les différentes plateformes. Mille merci à vous les amis. Histoire de faire un peu de teasing, sachez que je vous réserve une méga surprise pour le 50e épisode. Alors d'ici là, je compte sur vous pour continuer les partages et le bouche à oreille. Allez, place à l'épisode du jour. Cette semaine, j'ai la chance de recevoir Stéphane Chatry, permaculteur aguerri et vidéaste engagé que vous connaissez sûrement si vous êtes adepte d'autonomie alimentaire et de santé naturelle. Initiateur de la chaîne YouTube Éthique TV, il est aussi le co-auteur, avec Louis Fouché, de l'ouvrage Tous résistants dans l'âme et le réalisateur du documentaire du même nom. Fasciné que je suis par ces démarches alternatives, je trouve pourtant qu'elles manquent parfois de concret et semblent déconnectées de la réalité. L'autonomie, c'est bien, mais de quoi vivent tous ces gens ? Ont-ils un loyer à payer ou un crédit ? Ou bien ont-ils eu un emploi très rémunérateur dans une vie passée ? Se passe-t-il complètement d'argent ? Mais dans ce cas, comment se déplacent-ils ? Car qui dit ruralité dit aussi problématique de mobilité. Bref, les premiers pas. Quels sont-ils et comment les faire ? Ce sont ces questions auxquelles nous allons tenter de répondre en compagnie de Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour, comment vas-tu? Ça va très bien et toi ? Ouais, super, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis Avec très grand touché. plaisir. Stéphane, tu es le réalisateur d'un documentaire, Tous résistants dans l'âme. Voilà, c'est ça. Tu vas nous en parler tout à l'heure, mais avant ça, j'ai une petite question à te poser. Est-ce que tu Oui. peux nous raconter un livre ou une bande dessinée que tu aimes lire ou relire ? Un livre. Alors, la bande dessinée, moi, je viens de la bande dessinée. Étant tout jeune, je dessinais et j'étais un grand fan de Gottlieb. C'était vraiment mon maître et les rubriques à bras que j'aimais beaucoup. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai mis un petit peu de côté, la bande dessinée. Ça reste toujours un peu en moi. Mais un livre que j'aimerais. Moi, j'aime beaucoup lire. Ce que j'ai plus lu, c'est probablement des ouvrages de l'abbé Pierre, en fait. Et ça me dérange pas d'en relire. Mais après, un ouvrage que je pourrais lire de nombreuses fois, et ça, c'est un ouvrage de Marcel Pagnol, c'est Jean de Florette et Manon des Sources. Ça, c'est vraiment un roman qui me touche énormément. Et j'aime autant le film, l'adaptation de Claude Berry au cinéma qui est magnifique avec Auteuil, Montand et Depardieu. Et vraiment, s'il y a un livre que je pourrais lire de nombreuses fois, ce serait vraiment ça. Manon des Sources et Jean de Florette. J'approuve, ouais. Alors, j'ai pas lu le livre, mais j'ai vu le film. Et Ouais. effectivement, il est exceptionnel. Ouais. Et puis ça fait vraiment sens. Moi, je me reconnais un petit peu dans Jean de Florette, ce personnage de la ville qui quitte la ville, qui hérite d'une maison à la campagne pour se mettre à la campagne et qui apprend tout dans les livres et qui se retrouve, qui se heurte à la réalité de la vie paysanne et tout ce qu'elle a de rude aussi sur le terrain. Il va rester comme ça, comme un Parisien, quoi qu'il en soit, puis on va lui empêcher l'accès à l'eau. Et malgré toutes ces idées, et donc, moi, c'est un petit peu ça. Depuis le Covid, bah, je suis revenu dans ma campagne natale, mais je travaille beaucoup sur le problème de l'eau. Et du coup, je me retrouve un petit peu dans Jean de Florette. C'est rigolo. Justement, c'est quoi ton parcours si je dis pas de bêtises, toi, tu as commencé avec une chaîne YouTube qui s'appelle Éthique TV. Tu viens Ouais. d'où au départ? Comment t'en es arrivé là? Bah, moi, je suis passé par plein de secteurs d'activité, hein. Je suis principalement autodidacte, sauf mon premier travail. Je disais tout à l'heure que j'étais originaire de la bande dessinée. Bah, donc, toute mon enfance et mon adolescence, moi, c'était sur les planches de BD, à dessiner. Et donc, à développer vraiment un esprit créatif. Et donc, du coup, arrivé en fin de troisième, je suis allé voir un conseiller de plutôt désorientation qui m'a dit non, non, il n'y a pas de travail dans le dessin. Je suis ah bon, là, on était dans le début des années 90.
Et il me dit, non, non, il faut travailler dans le bâtiment. Donc, je me suis retrouvé dans le bâtiment en tant que créatif. Et j'ai choisi le métier, pour moi, qui était le moins fatigant, le moins dur. Je faisais électricien. Et puis, bah, j'ai travaillé sur les chantiers pendant 2 ans. Puis après, j'ai fait l'armée obligatoire. Et là, je dis, non, c'est vraiment pas mon univers. Je suis absolument pas manuel. Et puis, eh bien, quand on n'a pas de diplôme, on travaille dans la restauration. Donc, j'ai travaillé comme serveur, après barman. Et après, au bout de 3 ans, j'en ai eu ras-le-bol. Et là, j'ai un copain qui m'a pris un peu par la peau des fesses, qui m'a dit, écoute, Steph, quand même, tu avais développé un esprit créatif. Viens à Paris, viens voir ce que je fais. Et là, il m'a emmené dans son agence et il était infographiste. Et j'ai découvert qu'on pouvait en fait vivre de sa créativité. Donc, je suis devenu infographiste. Et j'ai travaillé 8-9 ans dans ce secteur-là, dans des agences de création de sites Internet. Et donc après, une nouvelle fois, je me suis ennuyé. Et là, j'ai créé un collectif d'artistes urbains qui s'appelait Objectif Bombe. Objectif pour la photographie et Bombe pour la peinture. C'était du graffiti sur de la photo urbaine. Et Objectif Bombe, on a fait ça pendant quelques années. Et puis, du coup, ça m'a permis de découvrir le milieu des arts plastiques. Et puis, de m'improviser, de ma créativité, non pas, je ne l'exprimais pas en tant qu'artiste, mais pour ce collectif, sa façon de montrer le travail, sa façon de faire des événements culturels. Et donc, de là, après, indirectement, je me suis improvisé agent d'artiste, commissaire d'expo, marchand d'art et tout. Et puis après, pareil, je me suis re-ennuyé. Donc là, je dis, bon, maintenant, ok, c'est bien le graffiti, tout ça, mais finalement, il y a une urgence globale. Les artistes ont leur rôle à jouer dans cette histoire-là. Il faut essayer d'éveiller les consciences. Et là, je me suis radicalisé, j'ai fermé ma société, j'ai créé une association, donc Artivisme. Artivisme, c'est un néologisme qui dit art et activisme. Et là, on a fait vraiment des expositions très ciblées, donc vraiment avec que des artistes militants, entre guillemets, mais des plasticiens, donc des peintres, des sculpteurs, des dessinateurs. Et donc là, on a fait des événements culturels, dont plusieurs à la condition publique de Roubaix, sur les thèmes sociétaux, donc sur les thèmes de l'écologie, les thèmes des droits de l'homme, les thèmes de la nutrition, tout ça. Et là, vraiment à ce moment-là, j'ai vraiment décidé 3 piliers, c'est un peu comme dans la permaculture, 3 piliers dans ma vie. J'ai décidé dorénavant de faire ce que j'aime avec les gens que j'aime et de ne plus mentir. Et le fait d'être rentré dans cette dynamique avec ces trois piliers importants pour moi, ça m'a fait aller vers des choses merveilleuses et rencontrer des gens extraordinaires. Et puis surtout de vivre comme un alignement, en fin de compte, parce qu'on se dit, mais non, mais dans la vie, il faut carotter les autres, c'est ça le business, etc. Et moi, je ne voulais pas croire en ça, parce que en ayant travaillé dans le marché de l'art sur Paris, en ayant découvert toute l'arnaque qu'il y a derrière, tous les coûts montés, à quel point c'est très proche du système financier et puis du capitalisme, en fin de compte, à petite échelle, le marché de l'art, c'est la même chose, en fait. Et tout ce bordel organisé avec une vitrine hyper clean, alors que derrière, c'est épouvantable. J'en ai eu ras-le-bol. Et puis, à ce moment-là, Artivis commence à bien se développer. On faisait des beaux événements culturels. Et là, j'ai rencontré le fils de Daniel Balavoine, Jérémy Balavoine. Moi, je suis très inspiré par l'œuvre de son père et ses engagements, ses prises de position. Et le fait que Jérémy, qui est la continuité de Daniel Balavoine, me dise, écoute, c'est chouette ce que tu fais avec Artivisme, euh, mais vous questionnez. Et aujourd'hui, c'est l'action qui prône. Et ah putain, ça, je l'ai pris très au sérieux et ça a été comme une graine de tournesol qui a germé en moi. Là, je dis, ouais, t'as raison. Et là, j'ai décidé de créer une chaîne YouTube, donc Éthique TV, comme tu disais, Éthique ETHIQE TV.fr. Donc, c'est une chaîne YouTube. Et là, je suis allé filmer les gens qui sont dans l'action sur le terrain. Mais là, qui sont vraiment, par rapport à ce qu'on questionnait par les arts plastiques, là, qui sont vraiment concrètement en train de faire, en fait. Donc, j'ai sorti un pied des arts plastiques pour être avec ma chaîne YouTube. J'avais pas de thunes, j'étais pas réalisateur et je me suis improvisé avec une petite GoPro et je dis bah tant pis, elle est plein de contraintes cette GoPro et de toutes ces contraintes, je vais en faire une force dans le sens où je vais essayer de reproduire un mode de tournage le plus naturel et le plus réaliste possible. Donc je suis juste avec ma GoPro, je filme des gens et donc je suis allé voir des gens qui pour moi sont très intéressants, très importants, parce qu'ils travaillent sur l'autonomie. Donc l'autonomie alimentaire, la production alimentaire, la production énergétique, toutes ces choses que je trouve éthiques. Et c'est comme ça que j'ai découvert la permaculture.
Là, j'ai rencontré une personne qui faisait de la permaculture et de l'association K8 Transmission, voilà. Et donc, elle m'a dit, c'est super ce que tu fais, Steph, avec l'association, vous faites vraiment de super projets. Mais toi qui n'es pas d'accord avec cette société, qui a vraiment un regard militant, tu sais que l'acte le plus contestataire et ce qui est le plus radical pour faire changer le monde, bah, c'est de produire ta bouffe, en fait, de faire pousser ta nourriture. Et c'était à un moment donné où je devenais végétarien. J'ai été végétarien pendant 4 mois. Maintenant, je ne le suis plus parce que j'achète de la viande bio, locale, direct chez mes producteurs ici à la campagne. Et j'avais pas vu le potager comme ça, cette action militante en fait. Et du coup, ça m'a beaucoup plu parce que moi qui suis un créatif, autant le potager conventionnel, ça m'ennuie de faire de passer motoculteur, tous les ans recommencer à zéro. Mais là, j'ai découvert un mode de production alimentaire et une philosophie de vie qui est la permaculture, qui m'a vachement, m'a fait un bien fou parce que j'étais un peu comme beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, là, je parle avec beaucoup de monde et les gens, ils disent, ouais, mais tu vois, ça sert à rien, machin, on va jamais s'en sortir, etc. J'étais un peu dans cette posture-là. Et la permaculture, ça m'a redonné foi et j'ai développé. Et du coup, je me suis auto-formé en permaculture à travers des livres, à travers les vidéos de Damien Decars. Et au bout d'un an, bah, j'ai commencé à développer des projets. Dans un hôpital de jour, développé un jardin avec des jeunes autistes, des jeunes enfants, des jeunes ados qui ont des problèmes psychiatriques. En même temps, je développais pendant plusieurs années le jardin en pleine zone industrielle d'une entreprise que j'ai transformé en forêt comestible. En même temps, je développais un jardin d'un couple de particuliers, Camille et Rodrigue. Et en même temps, je développais mon jardin ici à la campagne parce que j'étais encore à Paris, j'étais à 300 km de la campagne. Et puis, bah, voilà, le Covid est arrivé, on a fait nos valises, on est retourné à la campagne. Et puis, bah, donc, j'ai réalisé ce film, Tous résistants dans l'âme, aux côtés de Louis Fouché, et un lanceur d'alerte. Et, euh, et donc, on est allé à la rencontre de 25 personnes, 4 coins de la France. Donc, c'est vraiment dans la dynamique du film Demain. Mais ma volonté, moi, c'était pas de refaire un film demain. Ça s'est présenté tout naturellement à nous. On avait fait 7 vidéos ensemble sur ma chaîne YouTube et donc sur les sujets sociétaux. Où Louis s'exprime sur les arts militants, une autre sur la permaculture humaine, une autre sur euh, immunité et autonomie en santé, etc. On a fait 7 vidéos qui ont vraiment un succès phénoménal, qui ont fait plusieurs millions de vues. C'était vraiment extraordinaire. Et j'ai pu voir les dizaines de milliers de personnes qui soutiennent Louis Fouché et tout ça. Et moi, ça m'a beaucoup touché. Et puisque c'est quelqu'un de vraiment très pur, très simple, euh, très bienveillant, quoi, qui est exactement l'inverse que ce que disent les médias, moi, ça m'a révélé vraiment ce qu'est la presse d'aujourd'hui, la presse mainstream. Et parce que moi, je le connais bien, Louis, on passe le week-end ensemble, en famille, avec les enfants, tout ça, je sais très bien qui il est. Et de lire ce qui se dit dans la presse, c'est waouh! Tu te dis, putain, on a un niveau de désinformation, de manipulation qui est quand même extraordinaire. Et les gens ne comprennent pas ça, mais déjà, il y a 30 ou 40 ans, Coluche en faisait son beurre. Et aujourd'hui, il n'a fait que s'aggraver depuis 30 ans. Mais ça, c'est. Donc, ça nous a permis de nous autonomiser, de créer nos propres médias. Et moi, c'est. Voilà, les TIC TV sont nos propres médias. Et donc, voilà, donc on est parti sur les routes de France. On a fait un financement participatif. Vu qu'on est soutenu par beaucoup de monde, bah, on a pu avoir 120 000 euros de financement, ce qui est énorme. Et on a fait un super beau film, hyper positif. C'est un film positif de bonnes nouvelles et qui reste juste en France. Et là, on est allé voir des gens qui sont dans l'autonomie alimentaire, dans les habitats écologiques complètement déconnectés des réseaux, allé voir l'histoire des écoles alternatives, les monnaies locales, la santé intégrative. Quoi. Vraiment, on a fait tout ce qui nous importe. Et donc, c'est un film qui remporte un grand succès mais qui apparemment dérange aussi beaucoup parce qu'on a un petit groupe de personnes, nos chers détracteurs qui disent qu'on est des gens d'extrême droite. Donc moi, je les invite à chaque fois à venir voir le film avant de l'ouvrir et de raconter des conneries comme ça. Et on est très, très heureux du succès du film, du soutien qu'on a. On a rempli plein de salles, quoi. C'était vraiment extraordinaire. Et voilà. Donc le film sort là, quoi, il est encore en salle. Donc là, je repars sur les routes de France pour les festivals. Et donc, entre-temps, j'ai aussi écrit un deuxième livre, parce qu'on avait écrit un premier livre avec Louis Fouché, Tous résistants dans l'âme, ce qui était la première étape avant le film.
Et donc là, moi, j'ai écrit un livre sur la permaculture qui s'appelle L'Esprit Permaculture, qui est un gros ouvrage de presque 600 pages avec 900 photos. Donc, c'est 100 fiches pratiques pour passer à l'action. Voilà. Waouh, super. Et ce livre, il est déjà disponible du coup. Alors, le livre est disponible, L'Esprit Permaculture, aux éditions Très Daniel. Donc, vous le trouvez sur toutes les plateformes en ligne. En librairie, vous pouvez aller en librairie le commander. Et donc, voilà, c'est justement 5 ans de travail que j'ai référencé dans ce livre-là, avec toutes les photos, tous les développements de différents jardins que j'ai faits. Et tout ce que j'ai expérimenté aussi, pas que au jardin, ça peut être aussi à la maison, tout ce qui est comment faire sa boisson kombucha, ses graines germées, ses conserves, ses lactofermentation, utilisation, quoi. C'est vraiment 100 fiches pratiques très complètes pour une approche holistique de la permaculture. Alors moi, je l'ai vu, ton documentaire, je suis allé le voir avec des amis, effectivement, la salle était pleine, j'ai passé un très très bon moment. Il m'a fait penser au documentaire Demain, donc je suis Oui. content de voir que ça a été une de tes sources d'inspiration. Et ce qui me gêne, entre guillemets, à la fois dans ton documentaire et dans Demain, c'est Mm, que j'ai l'impression, pour moi, qui suis très éloigné de ça, que c'est inaccessible. Je trouve mm, ça génial, toutes ces alternatives en fait qui se créent. Et du coup, moi, ça me renvoie, et je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là, à ma condition d'aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait le premier pas, en fait? C'est ça la question. C'est-à-dire que quand on est dans une situation où, par exemple, on a une maison avec un crédit à payer en ville, qu'on a un boulot, qu'on a peut-être un petit jardin, mais qu'en fait, on vit seul et que du coup, on a les contraintes du quotidien. Et un jardin, on sait que ça prend du temps parce que du coup, bah, voilà, c'est du vivant aussi. Donc, ça demande un rapport mm, qui est autre que juste, c'est pas comme ouvrir une boîte aux lettres tous les soirs en 5 minutes, quoi. Il y a quelque chose en fait qui demande une certaine énergie, une certaine dynamique. Et quand on voit tous ces beaux projets, en fait, on se dit, mais en fait, c'est pas pour moi, quoi. Ça demande d'avoir des fonds pour acheter une maison à la campagne, ça demande de pouvoir la retaper, ça demande de pouvoir, enfin voilà, tous ces gens-là, en fait, concrètement, est-ce qu'ils vivent, de quoi ils vivent, est-ce qu'ils ont un boulot à côté, est-ce qu'ils font ça à temps plein? Et moi, c'est cette question des premiers pas, du concret, de comment est-ce qu'on switch, en fait, que j'avais envie d'aborder avec toi aujourd'hui. mm. Bah, le film, lui, il se termine à la fin par des faces caméra. On revoit ces 25 acteurs face caméra et là qui vont justement te dire, qui vont remettre un coup et dire voilà, faites-le vraiment, n'ayez pas peur, allez jusqu'au bout de vos rêves, etc. Mais la philosophie principale du film, c'est la reconnexion au vivant. Donc, cette reconnexion au vivant, elle peut très bien se faire en ville, hein. Moi, le premier, j'étais depuis 21 ans en banlieue parisienne. Bah, je faisais ma boisson kombucha, je faisais mes graines germées. Euh, et l'histoire du potager, on peut tous, même en ville, avoir un petit espace, s'arranger avec un voisin, il y a un copain qui a peut-être, ah bah tiens, il a un petit carré de 50 mètres carrés là-bas, il ne sait pas quoi en faire. On peut peut-être juste faire pousser des courges ou juste faire pousser quelques pommes de terre ou je ne sais pas quoi. En tous les cas, les choses se font toujours progressivement. C'est comme en permaculture. Si tu achètes une ferme ou une maison avec 1000 hectares, 1000 mètres carrés de terrain, tu vas pas, dès la première année, te dire, bah, je vais faire un verger de 1000 mètres carrés. Non, tu vas poser une première brique la première année. La deuxième année, tu vas composer autour de cette brique et progressivement, tu vas faire grandir ton biotope. Ben, là, c'est exactement pareil. Moi, quand on me dit, oui, oh là là, putain, mais comment tu as fait pour faire le film, faire le bouquin et tout ça, machin, ah ouais, mais c'est 5 ans de travail, c'est 5 ans d'évolution quotidienne. Ça se fait pas. Et ce qui est très réjouissant, c'est que en fin de compte, faire des jardins naturels, bah quoi, moi, mon but premier, c'est de créer de la biodiversité. Et de par cette profusion de biodiversité, de produire mon alimentation. Donc, c'est-à-dire que tu vas créer quelque chose qui théoriquement devrait évoluer toute ta vie. Donc, c'est-à-dire que moi, que toi, aujourd'hui, à partir de demain, tu dis, bon, bah, ok, bah, je vais essayer de me procurer une petite mer de kombucha, puis bah, je vais faire mon kombucha. J'en ferai que 2 litres et j'en boirai que 2 litres par semaine. Et puis après, bah, je vais en faire un deuxième dans une deuxième fontaine. Et puis bah, là, je pourrais me faire 4 litres et ça me fera la semaine. Ben, tu es déjà dans cette quête de reconnexion au vivant parce que déjà, tu vas produire quelque chose, tu vas apporter du soin à ça parce que et puis, à parallèle, tu peux commencer à faire ta petite production de graines germées. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça y est, là, tu es en train de te reconnecter au vivant parce que tous les jours, tu vas avoir des rituels
pour ta production alimentaire, pour ton autonomie en santé, parce que cette boisson kombucha, qui est une boisson ancestrale, qui est même appelée le champignon de longue vie, qui est pleine de probiotiques, c'est-à-dire que quand on boit du kombucha, on a plus d'énergie, on se sent mieux, il y en a beaucoup qui disent que c'est la meilleure boisson anti-cancer, etc. Ben déjà, tu vas t'occuper de ça. Et t'es jamais tous les jours, tu vas les tremper, tu vas les machins, ça va être les rituels du matin, etc. Et après, tu vas consommer ces productions. Et pour moi, tu es déjà comme dans un potager, en fin de compte. Tu es déjà en train de produire, alors que tu es dans un appartement en ville, en location, sans terrasse, mais tu es déjà en train de t'autonomiser, en fait. Et, euh, et voilà. Donc, il y a plein de petites choses comme ça qui font que, quoi qu'il en soit, c'est sûr que quand on voit le jardin de Damien Decars sur 3 hectares, avec toute cette abondance, etc., on se dit, ouais, mais j'y arriverai jamais. Mais si. Et de toute façon, tu n'y arriveras pas comme lui, tu y arriveras à ta manière, d'une autre manière. Et moi, je tâche, en tous les cas, dans tout ce que je fais, de ne pas faire comme, mais d'être complémentaire aux autres. C'est-à-dire que mon livre, quand Guy Trédaniel m'a proposé de faire un livre sur la permaculture, et j'ai dit, moi, ok, d'accord, bah pourquoi pas, bah ouais, j'ai déjà toutes les photos, j'ai déjà tout prêt depuis 5 ans, je peux référencer tout ce que j'ai fait en 5 ans. Il fait, ok, super. Mais je lui dis, par contre, je ne vais pas chercher à concurrencer le livre de Damien Decars ou à concurrencer le livre de David Holmgren, qui est un des 2 fondateurs de la permaculture. Il va essayer de faire quelque chose de complémentaire à l'existant. Et ça, c'est intéressant parce que d'un seul coup, on évite de rentrer dans une compétition et de dire, ouais, mais moi, c'est mieux que. On essaie de faire, tiens, ça, ils n'ont pas fait, ça, ils n'ont pas fait, moi, je vais essayer de le faire. Comme ça, on est complémentaire au reste, on ne rentre pas en guerre contre les autres. Et ça, c'est très permacole. La permaculture, c'est ça. C'est de ne pas rentrer en guerre contre la nature, ni de lutter contre, mais de faire grandir ce biotech et apporter des éléments complémentaires pour que ça fasse un ensemble résilient. C'est vrai que quand on est face à la montagne comme ça à gravir, c'est assez impressionnant et j'aime bien cette idée que tu soulèves là, qu'en fait on peut poser une pierre après l'autre. Toi Ben, c'est justement, ça. t'en es où actuellement? Quelles sont pour toi, quelles seraient pour toi les prochaines étapes par exemple? Ben, moi, tu vois, progressivement, 20 ans, 21 ans en banlieue parisienne. Il y a 2 ans, grâce au Covid, hein, il faut qu'on bouge, quoi. Donc, on est revenu là d'où je suis originaire, d'un tout petit village de 500 habitants, en location. C'est-à-dire que là, on est arrivé, j'ai une de mes tantes qui venait de perdre sa maman, elle me dit, bah, écoute, moi, je te loue la maison, il n'y a pas de souci, etc. Donc, on est en location. Moi, ça fait 5 ans que je développe mon jardin chez mon grand-père à 3 km. On voit, il y a au moins 14 vidéos sur le développement de ce jardin sur ma chaîne YouTube, c'est mon jardin en permaculture. Ben, je ne suis toujours pas propriétaire de mon propre jardin, mais je suis vraiment entre deux. Donc, on essaye d'avoir le prêt pour acheter la maison de mes grands-parents, mais là, ça fait 3 fois qu'on a des refus de banque, etc. C'est compliqué. Mais je suis dans une maison avec 1000 mètres carrés de jardin. Et ben, hop, on a intégré 3 poules. Un an après, on a intégré 2 autres poules. Tac, maintenant, on a intégré un chien de garde. Donc, on fait en sorte que ça se passe bien avec les poules et le chien. Les poules, on apprend à les soigner, on apprend à s'en occuper, on les observe beaucoup, etc. Donc, on n'est pas autonome en œufs, mais presque. Moi, je mange beaucoup d'œufs parce qu'avec le sport et tout ça, c'est de la bonne protéine. Donc, aujourd'hui, on a 3 4 œufs par jour. Je fais mon compost, etc. Mais je suis encore en transition. C'est-à-dire que là, je vais avoir 48 ans demain. Eh bien, je ne suis toujours pas propriétaire de ma ferme, mais c'est crescendo. Depuis 5 ans, chaque jour, ça évolue en fin de compte. Donc, ça, c'est mon schéma à moi. Toi, quand tu vas évoluer, ça va te faire d'une autre manière, vers une autre direction, etc. Ce qui est hyper réjouissant, c'est que de prendre conscience qu'on n'est pas parfait, quoi. Nul n'est parfait. Mais par contre, de se dire, je sais que il y a des choses sur lesquelles je suis pas cohérent, etc. Mais je vais travailler sur ces incohérences ou voilà. Donc, de chaque jour, essayer de faire du mieux qu'on peut. De chaque jour, essayer de se perfectionner. Donc, moi, par exemple, dès que j'achète des courses, là, par exemple, je suis autonome en courges. Donc, les courges, moi, j'en produis assez pour tenir tout l'hiver. Les tomates, je fais pas mal de bocaux, etc. Mais il va m'en manquer quand même à partir du mois de mars. Mais ça, dans un an ou deux, je serai autonome complètement.
Voilà, tu as tout le temps plein d'objectifs d'autonomiser, de travailler plus pour ta production et moins pour l'argent. On a besoin de l'argent aussi, mais moi j'essaie de travailler droit au but. Parce que si on travaille pour gagner de l'argent et avec cet argent acheter tout, c'est pas pareil que si je travaille aussi une partie de mon temps pour ma production ou je travaille direct pour ma production en fin de compte, plutôt que pas pour de l'argent pour acheter mon alimentation. Donc j'essaie de faire le plus possible droit au but. Et, euh, et bien ça, c'est progressif avec le temps. Par exemple, à chaque fois que j'achète si j'ai pas assez de, beaucoup de coulis de tomates, ben, je vais les acheter en bocaux en verre, en bio, et je garde ces bocaux en verre. Donc maintenant, j'ai toute une collection de bocaux en verre qui me servent à plein de choses. C'est-à-dire que dans mon frigo, tous mes restes alimentaires, je les mets dans mes bocaux en verre. Ça m'évite d'avoir du plastique, ça m'évite d'acheter du film plastique, ça m'évite plein de choses, et ça préserve mieux les aliments. Et au moins, quand j'ouvre mon frigo, tout est dans les bocaux en verre, je vois tout ce qu'il y a, je jette moins de choses. Eh bien, ces bocaux, ça me sert à ça. Ça me sert pour faire aussi mes conserves. Euh, Ça me sert pour faire du rangement. Bah voilà, bah déjà, un élément en verre comme ça, j'utilise pour plein de choses. Et ça, c'est une approche très permacole. C'est comment recycler au maximum les choses. Eh bien, tout ça, dans un appartement en ville, on peut très bien le faire. Il y a plein de choses comme ça. Faire sa lessive, par exemple, la lessive à la cendre. Quand on a un poêle, quand on a quelqu'un qui a une cheminée, ben, on peut récupérer sa cendre et faire sa lessive. Et du coup, ne plus acheter des civres après. Ça, j'ai mis la recette dans mon livre aussi. Il y a plein de choses. Et puis là, je suis en train de créer un modèle de toilette compostable parce que c'est une aberration d'envoyer nos excréments dans de l'eau qui va partir dans une station de traitement, qui va envoyer plein de produits chimiques pour la nettoyer, puis après nous la redonner à boire. Et on se rend compte qu'il y a plein de choses qui sont encore là. C'est du délire total et qui nous crie sur la tête pour nous dire qu'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau. Mais déjà, les toilettes, c'est au moins 30% de la consommation d'eau. Donc, et en plus, c'est pas de la merde et c'est pas de la pisse, c'est du terreau horticole après compostage. Et notre urine, c'est un super fertilisant dilué à 15-20%. Donc, tout ça, c'est précieux. Ça ne sert à rien de le jeter comme ça pour que l'industrie la traite. Non, non, garde-le. C'est la nourriture pour ton jardin. Donc moi, c'est vraiment là le futur projet que je suis en train de développer, c'est ces toilettes compostables. Et il y a beaucoup de choses à faire. Tout ce que ne fait pas le pouvoir, nous on le fait, quoi. Donc voilà. Toi, aujourd'hui, tu vis comment? Du coup, tu as un emploi à temps plein? C'est quoi ton mode de vie? Bah moi, mes rentrées d'argent, ça va être les droits d'auteur de mon film. Ça va être les droits d'auteur du premier livre avec Louis Fouché, Tout ce résistant dans l'âme. Ça va être les droits d'auteur de mon livre L'esprit permaculture. Ça va être des stages en permaculture et en autonomie qu'on fait avec ma femme 2, 3 fois l'année. Ça va être, tu vois, il y a plein de choses. Il y a plein de petites choses. Donc, du coup, c'est comme en permaculture, tu ne peux pas miser tout sur un élément. Tu vois, c'est comme si tu montes ta boîte et tu as un client qui te fait 80% de ton chiffre d'affaires. Ça fait flipper parce que quand ton client commence à le savoir, il peut te faire baisser les coûts et s'il il se barre, tu mets la clé sous la porte. Ben moi, je tâche d'avoir plein de petites rentrées d'argent tac, 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 qui font au final que je m'en sors. Mais c'est en mode survivor quand même. Hein. C'est pas, je passe pas d'argent en banque, etc. Mais par contre, j'essaye de produire le plus possible d'arbres, de plantes, de production alimentaire pour avoir moins besoin d'argent, mais on se fait rattraper par l'inflation, tu vois, tout le monde quand même. Donc mais moi, le but après, c'est de pouvoir acquérir cette ferme où je fais mon jardin, la ferme de mes grands-parents, et puis là-bas, de vraiment autonomiser au maximum tout ce qui est récupération des eaux pluviales, parce qu'il y a plein de hangars, et tout ce qui est... là-bas, ce sera un espace de transmission, de partage. Ma femme, elle fait un BTS en diététique, donc ce sera permaculture, autonomie et diététique. Il vient d'où ce titre, Tous résistants dans l'âme? Alors, tous résistants dans l'âme, quand j'avais fait les 7 vidéos avec Louis Fouché, j'avais fait une petite introduction au tout début, avant de lancer l'interview, où je disais voilà, que j'allais rencontrer Louis Fouché, et je disais véritable résistant dans l'âme, parce qu'il a porté haut et fort des informations fondamentales qui étaient masquées par le pouvoir durant le Covid et je trouvais très courageux. Et je voyais ce côté résistance face à un système oppressif, un système complètement délirant qui nous est tombé sur le dos. Et donc, du coup,
quand après on est allé voir l'éditeur, moi je disais ça que on avait, voilà, moi je disais Résistant dans l'âme par rapport à la démarche de Louis. Et l'éditeur nous a proposé tous Résistants dans l'âme. Donc, j'ai juste à rajouter tous et je trouvais ça très bien. Louis aussi. Louis avait plutôt un autre titre qui était Le bonheur d'une crise, Déplier le monstre. Déplier le monstre, le bonheur d'une crise, je sais plus quoi. Et moi, je disais, ouais, mais là, tu mets le monstre dans le titre, je sais pas si c'est bien. Bon, bref. Donc, finalement, il est resté sur tous Résistants dans l'âme. Et après, quand on a fait le film, comme le film est la continuité du livre, on, on a gardé ça, quoi. Est-ce que le documentaire, il a fait évoluer ton point de vue? Et si oui, de quelle manière? Bah, le documentaire, c'est comme ma chaîne YouTube, en fin de compte. Moi, je fais pas d'études, mais par contre, quand, quand, quand j'étais à Paris, pour moi, Paris, c'était mon école. C'est là où j'ai appris la vie en société, que j'ai appris le marché de l'art, que j'ai appris toutes les pirouettes de tout ce microcosme, que j'ai appris la presse, en rencontrant la presse, en voyant comment elle fonctionne, en échangeant avec des gens du milieu, comment fonctionnent les politiques, voyant les politiques, des gens qui sont dans la politique et tout. Ça a été ma première école. Et ensuite, ma chaîne YouTube, eh ben, c'est un prétexte à aller vers les gens, donc à rencontrer des gens extraordinaires et à partager beaucoup de connaissances. Et donc, du coup, après le troisième volet, le film, bah, ça m'a repoussé à aller voir des gens extraordinaires avec qui je reste en lien et qui m'apprennent énormément, énormément. Et c'est une école pour moi, quoi. Tous ces gens que je rencontre, Barnabé Chaillot, Damien Decars, Christian Perron, tout ça, c'est des puits de savoir. Et le fait de les embarquer dans une aventure cinématographique, bah, ça me fait grandir tous les jours, quoi. Tous les jours. Donc, ouais, c'est extraordinaire. Moi, dans tout ce que je crée, même quand je faisais des expositions en tant qu'organisateur d'exposition, bah, je suis le premier spectateur. J'ai toujours fait en sorte d'être vraiment passionné par le travail de l'artiste. Et la plus grosse exposition que j'ai faite, c'était au château de Vincennes, avec le Centre des Monuments Nationaux. C'était une exposition personnelle d'un artiste urbain qui s'appelle Zeus. Et on a vraiment investi le château de Vincennes. C'était la première fois de l'histoire qu'il y avait une exposition personnelle d'un artiste. Vraiment, le donjon de l'extérieur, tout l'intérieur, toute la Sainte-Chapelle, c'est des œuvres extraordinaires, vraiment magnifiques. Et bah, j'ai tellement appris aussi en travaillant avec des artistes plasticiens poussés. Il y avait une capacité comme ça à pouvoir faire des projets. Tu lui donnes le château de Vincennes, le mec, il est capable d'investir au château de Vincennes avec quelque chose de crédible et de puissant. Et c'est là que j'ai appris énormément. Parce qu'un grand artiste, en fin de compte, il n'a pas de limite dans sa création, en fait. Tu peux lui donner n'importe quoi, il va imaginer le truc et ça va aller très très loin et ça va lui, c'est un peu comme Jackson, quoi qu'il en dise, quoi. Voilà, il y a des affaires de pédophilie derrière tout ça, mais par contre son œuvre, c'est juste waouh, quoi. Le- Album Thriller, tout ce qu'il a fait, quoi, en étant jeune avec les Jackson 5, ensuite en partant tout seul, en voulant faire le plus gros album de tous les temps, et il y est parvenu. Thriller, c'est l'album qui est le plus vendu au monde, et après, quand on voit sa création, quand on voit l'évolution, c'est juste incroyable. C'était la plus grosse bête de scène, quoi, parce que c'était un artiste, un très grand artiste, donc une capacité de création infinie, quoi. Donc moi, je m'inspire beaucoup de ça dans mon travail, au final, de faire des jardins en permaculture, oui, mais aussi de faire un film long métrage sur le sujet, aussi de faire un livre. Bah, je m'inspire de ces grands artistes, en fait, pour pousser ma création. Quel est ton rapport aujourd'hui au reste de la société? Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est assez peu abordé dans les documentaires. C'est Ouais. comment vivent ces gens vis-à-vis des autres, tu sais, de ceux qui n'ont pas envie d'être résistants, qui n'ont pas envie de travailler en permaculture. Mm, Il y a un lien qui existe malgré tout, parce qu'en fait, on est des individus qui sommes dans une société. Et on n'est pas coupé, on n'est pas deux sociétés côte à côte. Il y en a qui le souhaiteraient. Moi, j'ai entendu des points de vue mm, de gens qui disaient, bah, c'est pas grave, il y aura deux sociétés. Il y aura ceux qui feront avec le système et ceux qui feront contre le système. mm, Et j'avoue qu'à titre personnel, c'est pas tellement ce à quoi j'aspire, parce que je mm, trouve quand même on est là pour être ensemble, hein, pour être dans une mm. unité. Malgré tout, enfin voilà, quel est toi ton ressenti par rapport à ça et le rapport que tu entretiens avec le monde extérieur, entre guillemets? Ben, en fait, comme dit Louis Fouché, de toute manière, quoi qu'il en soit, on est tous cousus ensemble. Et j'aime bien ce terme parce que c'est vraiment ça, hein, on est tous cousus ensemble.
Et dans la permaculture, tu apprends à ne pas lutter contre, à ne pas entrer en guerre contre la nature. Euh, et il n'y a pas de mauvaises herbes. Donc tout ça, on peut le transférer sur l'humain aussi. Finalement, moi qui suis revenu ici sur mes terres, la terre de mes ancêtres à la campagne, on est dans la Vienne, on est dans un département très agricole où l'agriculture conventionnelle est très répandue. Je ne vais pas arriver avec mes grands sabots et dire vous êtes tous des connards, ce que vous faites c'est de la merde. Non. Donc je rentre par une autre porte en fait. Quand on est arrivé là, et c'est ça faire société ensemble et ne pas chercher à montrer du doigt les autres. On pourrait, si j'étais un peu brut et puis un peu, je sais pas quoi, je pourrais aller voir les agriculteurs conseillers, leur dire, tu sais, c'est pas bien ce que tu fais là. Tu laboures, tu dégages du carbone, tu mets tu tues ton sol, donc du coup tu dépends des phosphatières. Bientôt il y aura plus de phosphate. Tes engrais chimiques c'est du pétrole. Tu mets des pesticides, c'est hyper cancérígène. Ça marche pas, ça. Parce que tu le juges. Tu es en train de lui dire que ça fait 30 ans qu'il fait de la merde. Ça va pas marcher. Par contre, il va t'en vouloir. Par contre, il va dire, ouais, mais toi, tu es un petit con, là, tu te prends pour qui? Les écolos de mes couilles et tout ça. Tu vois, c'est. Et là, ça, c'est pas bon. Par contre, moi, ce que je suis en train de faire ici, c'est quand on est arrivé là avec ma femme, on se dit, bon, maintenant, on est en pleine campagne, on va acheter bio et local. OK. On a commencé à chercher, on a trouvé des jeunes paysans qui ont repris la ferme de leurs parents, qui ont converti tout en bio, machin. Putain, génial, en achetant direct nos pois chiches sur nos terres, là, leurs pâtes, parce que eux, ils ont compris qu'ils n'allaient pas gagner de l'argent de la vente de leurs céréales, mais sur la transformation de leur production. Et on commence à dénicher pas mal de petits acteurs en naturel. Ça, je fais putain, mais il n'y a rien qui les référence, en fait. Donc, faisons-le. Donc, on a créé un groupement d'acteurs et de consommateurs du naturel qui s'appelle le Naturel-T sur deux petites communautés de communes, le Loup du Nez et le Toircé. Donc, Nature L du Loup du Nez et T du Toircé, naturelt.fr. Et donc l'idée, c'est à chaque fois, je vais vers le producteur, je lui propose d'intégrer. Donc on a fait un manifeste sur le site internet. Tu vois, ça fait vraiment genre on lance un mouvement, en fin de compte un manifeste. Tu vois, c'est où on exprime la philosophie, on est la philosophie qui nous anime, comme quoi on est quelque part des gardiens du vivant, on est des gens qui sont pris de passion pour la nature, on tâche vraiment de fonctionner qu'avec elle. Voilà, c'est vraiment un engagement formel, pas écologiste, radical. Et donc, si l'acteur est OK, hop, je fais une vidéo avec lui où il présente son travail, son exploitation, sa philosophie. On le met sur Ethic TV et on l'intègre dans la base de données du Naturalité sur le site internet. Et l'idée, c'est quoi? Ça va être de référencer comme ça sur cette petite carte interactive tous nos acteurs du naturel, dans différents secteurs. On ouvre aussi à la santé naturelle, donc on va avoir sophrologue, une personne qui fait du reiki, etc. Et l'idée, ça va être de sortir de cet espace numérique pour revenir au réel, et ça va être de faire des marchés producteurs. C'est-à-dire qu'on va faire le samedi après-midi un marché producteur où tous viendront proposer leurs produits bio et naturels, bien donc qui fera de la viande, lui qui fait de la céréale, lui qui fait du pain, moi qui vendrai mes formations, mon livre et mes toilettes compostables, lui qui fait son reiki, sa sophrologie, etc. Donc ça sera un marché positif où tous les gens conventionnels sont. Et le lendemain, on fait un deuxième rendez-vous à la salle des fêtes, et là on fait un cycle de, par exemple, 4 conférences, où là on fait de l'information. On n'est pas dans le jugement, on fait juste du témoignage. Tiens, un tel, Mickaël, il va venir pendant 30 minutes expliquer comment il a réussi à passer du conventionnel au bio, si c'était complexe ou pas. Après, il y a un agriculteur qui, depuis 20 ans, travaille sur la culture sur le vivant, qui va juste venir nous expliquer ce que c'est la culture sur sol vivant. Un autre qui va venir, qui va nous parler de la rentabilité du bio. Dire, putain, ça marche super bien, moi je m'en sors beaucoup mieux, etc. Machin truc. Tu vois, on va pas être dans le blabla, on va être dans le témoignage, dans l'ouverture d'esprit, et là, tout le monde est convié. Et là, on a déjà un agriculteur qui s'en sort pas, il se dit, ouais, j'aimerais bien convertir en bio, je ne sais pas comment faire. Bon, bah écoute, avec la naturalité, on va créer un cycle d'accompagnement. Pendant 3 ans, tu seras avec Mickaël, il t'aidera pour convertir. Tout ça, c'est ce que le pouvoir ne fait pas. Ben, on va le faire. Et donc là, on est vraiment dans une approche écologie radicale, mais on n'exclut pas les gens, on fait société, tu vois. Moi, mon film, tu vois, c'est quand même vraiment l'écologie radicale. J'ai fait venir des agriculteurs conventionnels qui ont toujours traité, tu vois. Et il est venu, il a 80 ans, il est venu, il a le film, c'est vachement bien. Alors que lui, il traite comme un sagouin.
mais il a reconnu que, putain, c'est bien et tout. Donc, moi, je te rejoins sur tout ton point de vue, et ce que dit Louis Fouchon et tout ce que nous ensemble, et moi, je travaille dans cette chose-là, et après, moi, les gens au pouvoir, eux, je ne peux pas, je sais pas mes amis, je cherche même pas à les rencontrer. Ils ne m'intéressent absolument pas. Moi, c'est les gens, moi, c'est le peuple qui m'intéresse. Parce que moi, les paysans, en fin de compte, conventionnels, c'est simplement les premières victimes de cet esclavagisme humain. Tu vois à quel point ils sont endettés, à quel point on leur pousse. Là, je vois, il y en a un à côté, il avait plus de 2 000 hectares. Aujourd'hui, c'est un fonds d'investissement qui a racheté tout. Donc, ce ne sont que des financiers derrière leurs écrans qui gèrent sa ferme. Donc là, moi, ça, je laisse. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Par contre, qu'on se réunisse, nous, et que notre premier marché producteur au, au mois de mars, on soit 15, et que 3 mois après, on soit 20, et que dans 3 ans, on soit 300, bah ça va changer le monde, en fait. Parce que ça, c'est vraiment faire comprendre qu'on peut travailler avec la nature, on est un élément de la nature, et que travailler avec elle, finalement, ça, c'est très productif. Et ça règle, bah, on gagne sur tous les tableaux, hein, sur le plan environnemental, sur l'économie d'eau, sur la qualité nutritive, justement, des productions, déjà. C'est énorme. Et puis, c'est cette histoire du circuit fermé, de, du compost, du fumier, des purins d'herbe, de tout ça qu'on va remettre en lumière et rappeler un petit peu tout ce qui est important à faire. Voilà. Donc, c'est une approche très permaculture parce que c'est la permaculture au jardin, mais c'est aussi de la permaculture humaine, là, ce qu'on va mettre en place. C'est vraiment de la permaculture humaine. C'est intéressant de faire le lien entre les différents producteurs et de les faire se réunir au même endroit parce que ça peut faciliter aussi les choses pour des personnes pour qui c'est compliqué. Je vais reprendre mon exemple de la personne qui est très éloignée de tout ça. On va prendre par exemple le cas d'une mère de famille qui aurait 3 gosses, qui aurait un boulot à temps plein et qui doit aller le mardi soir chercher ses légumes parce que c'est le point de vente, il est le mardi soir, mais pour les œufs, c'est le mercredi. Pour le fromage, c'est le jeudi. Et si elle veut, je sais pas, de la viande, il faut que ce soit le samedi matin. Et Ouais. du coup, c'est vrai que le fait de consommer local, c'est ça aussi qui est compliqué, c'est qu'en fait, les petits producteurs, moi je le vois à côté de chez moi, je suis en campagne aussi, et quand tu vas acheter à des petits producteurs, en fait, ils ont leurs horaires, mais qui ne sont pas forcément les horaires qui toi t'arrangent, parce que parfois ils vont être ouverts au moment où tu bosses, et du coup, tu dois courir après le taf pour y aller, etc. Et le fait de réunir les gens, je pense que ça peut aider aussi à faire ce premier pas, en fait. Et Mm. du coup, ce qui m'amène à un questionnement qui est de me dire que quand même, entrer en résistance, puisque c'est le mot que tu as utilisé, ça demande quand même une force vitale, une force de volonté, parce que le système va tout faire pour que en fait, ce soit compliqué. Et est-ce que toi, tu as rencontré dans ton parcours aussi des personnes qui étaient, enfin voilà, qui avaient, qui n'étaient pas forcément dans des situations au départ qui étaient très facilitantes et qui s'en sont sortis malgré tout, qui sont allés au-delà, qui ont persévéré pour pouvoir justement consommer plus local, etc. Bah, en tous les cas, pour ma part, moi, je ne me donne pas d'autre choix. Je me dis, voilà. Et c'est intéressant parce que le fait d'avoir appelé ma chaîne Éthique TV, moi déjà, ça m'oblige à être éthique. Parce qu'on va dire, ah bah oui, le mec, il a créé une chaîne Éthique TV, il fait que de la merde en fait à côté. Donc moi, ça me donne des garde-fous. Si j'ai développé des jardins, si aujourd'hui je parle, je me permets de répondre à des invitations comme à la tienne, c'est parce que je fais vraiment sur le terrain. Je fais vraiment les choses. Donc, mais le fond de la question, c'était quoi? C'était plutôt, tu disais, Les expériences que tu as eues, est-ce que tu as vu ouais, des personnes qui vraiment... ouais, enfin, je t'ai pris l'exemple de la mère de famille, mais ça peut être, je sais pas, quelqu'un qui est, par exemple, en ville, complètement déconnecté du sol, qui peut pas parce que, qui peut mm, pas aller voir des petits producteurs parce qu'ils bossent le soir. Enfin, j'en sais mm. rien, tu vois, mais ou alors ils travaillent de nuit et du coup, ça complique tout. Enfin, vraiment des personnes qui sont dans des situations extrêmes et qui, malgré tout, décident Bah d'entrer après, dans ce parcours-là. maintenant, il y a des organisations très bien, les AMAP, en fin de compte, on sait que chaque jeudi ou chaque jour du mois, il y a le panier de tes horaires à tes horaires, mais que ton voisin peut aussi récupérer ton panier, etc. Il y a comme des organisations. Et puis, donc, du coup, de toute manière, on est perverti. C'est-à-dire qu'on est perverti par notre système. C'est, moi, je ne suis pas anti-système, puisque je fais partie du système, puisque j'agis sur le système. Moi, je vois plutôt la nature, même la planète, comme une matière
toi, on est connecté, on est lié et qu'on agit tout le temps sur cette matière, on la fait évoluer, on la dégrade, on la soigne, etc. Euh, on est vraiment euh, ce système. Donc, moi, je ne connais pas d'antisystème, ou alors tu es tout seul, tu vis tout seul dans la forêt amazonienne, tu ne demandes rien à personne et tu ne manges que des légumes. Mais en tous les cas, on est perverti parce qu'on a tout. C'est-à-dire que Carrefour, il est ouvert de 7h30 à 20h30. Donc, qu'est-ce que je vais me prendre la tête? Il a son stand de, de légumes toute l'année. Je peux manger des tomates. Qu'est-ce que je vais me prendre la tête? Ça, je l'entends. Puisque j'ai tout apporté, puisque notre système nous donne tout. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux des aubergines au mois de décembre? Mais pas de problème, mon frère, regarde, j'en ai et tout ça. Donc, on a tout. Là où ça change les choses, c'est quand je dis, bah, attends, je vais agir avec conscience maintenant. Est-ce que ce que je fais, c'est cohérent avec la réalité? Attends, est-ce que je... Attends, mais là, je suis en train d'acheter des aubergines au mois de décembre. Oula, ça vient de loin, là, quand même. Est-ce que c'est bien ce que je suis en train de faire? Et plus tu essayes de faire les choses avec conscience, tu dis, mais non, bah, je ne vais pas manger d'aubergines, je ne vais pas manger de ça. L'année prochaine, tiens, je vais faire des tomates, je vais me mettre plein de pieds de tomates et je vais essayer de me faire des bocaux. Comme ça, je pourrais manger peut-être des tomates en bocaux jusqu'au mois de décembre. Ah, ben ça, c'est peut-être plus cohérent parce que du coup, je ne vais pas solliciter un transporteur qui va faire venir 2 tonnes d'aubergines d'Espagne qu'on les sous-serre dans les serres chauffées. Machin. Et en fait, quand tu commences à agir avec conscience, tu te rends compte que la majorité de notre société euh, fonctionne dans l'incohérence, dans l'absurdité, quoi. Et après, quand tu t'intéresses à la politique, quand tu t'intéresses à ce qui se passe dans le monde, tu te dis, mais putain, mais la majorité de ce qu'on nous dit, c'est du mensonge, quoi. C'est de la manipulation, juste à des fins économiques. Bah, c'est sûr que c'est pas très joyeux quand tu rentres dans cette. Donc, soit tu te laisses porter, tu dis, putain, c'est génial, maintenant tu sais, bientôt, on n'aura plus notre téléphone, j'aurai une puce intradermique. Là, Elon Musk, il a l'autorisation pour qu'on mette des puces internes dans notre cerveau. Putain, je vais être plus intelligent, ça va être génial. Moi, je pense qu'il y a un public pour ça et qu'ils vont y aller, quoi. Ils vont aller vers le transhumanisme, ils vont aller vers cet humain augmenté, ce côté cyborg, etc., qui vont y aller. Mais moi, personnellement, mon école, c'est la nature, c'est le jardin. Je vois comment ça se passe. Donc, je vois que dès qu'on commence à artificialiser ou à mettre quelque chose d'artificiel dans mon corps, ça ne se passe pas bien. Ça peut, sur un coup, permettre de m'en sortir, comme la médecine allopathique. Moi, je ne la rejette pas. La médecine chirurgicale, c'est extraordinaire, etc. Si vraiment j'ai une grosse infection, si tout ce que j'ai fait naturel, ça ne marche pas, je vais prendre un antibiotique. Mais je la mets en dernier recours. Parce que pour moi, tout ce qui est artificiel crée d'autres dommages collatéraux dans mon corps. Et c'est étonnant parce que moins on prend des choses artificielles, des médicaments, moins on a besoin, moins les malades en fait. Donc ça, je l'ai testé sur moi. Et c'est très étonnant parce qu'avant, moi, le moindre malade, je prenais un Doliprane, je prenais un truc. Et maintenant, je prends plutôt du gingembre, je prends plutôt une huile essentielle de citron, je prends plutôt menthe poivrée. Et finalement, je m'en sors vachement mieux. Pourquoi? Parce que j'ai compris, en travaillant preuve à l'appui dans la nature, que l'équilibre, c'est ce qui rapproche le plus de la perfection, c'est la nature. Et en fait, je dis, mais merde alors. Tu vois, dans le conventionnel, dans l'agriculture conventionnelle, ils mettent des engrais chimiques dans le sol pour faire pousser la plante, ils utilisent des insecticides pour tuer les insectes et des fongicides pour tuer les champignons. Alors que c'est les 3 choses dont besoin une plante, c'est la nourriture naturelle dans le sol, c'est les insectes et c'est les champignons, le réseau. C'est-à-dire que tout est à l'envers et que finalement, bah, moi, ce monde ne me plaît pas parce que ce n'est pas cohérent. Et quand tu commences, donc c'est un travail, hein, et après tu fais les choses avec conscience, et ben, tout rentre dans l'ordre. Et tu as vraiment dans ta vie, même dans ta tête, un alignement qui fait que la beauté, la magie de la nature fait que. Voilà, un exemple aussi, quand on a fait le film, c'est un tournage d'automne. On a tourné de septembre à novembre. Et on devait être tel jour chez Damien Decars pour un tournage, bien évidemment, à l'extérieur. On devait être tel jour, début novembre, sur cette falaise au-dessus de Banyuls pour tourner avec 120 personnes la scène finale.
eh ben, on a vécu un truc extraordinaire, c'est on avait la météo avec nous. C'est-à-dire que le tournage à Banyuls, tu vois, on avait fait un appel au sein de nos donateurs pour ceux qui veulent venir participer à la scène finale du film. Les gens sont venus du quatre coin de la France, ont organisé des covoiturages, sont aidés pour se loger, etc. Mais la veille, c'était tempête, vent et pluie. Le matin, c'était un peu gris. L'après-midi, c'était ensoleillé. Et le lendemain, c'était tempête, vent et pluie. Et nous, on a tourné le jour après-midi. Et à chaque fois, je disais à Louis, putain, mais. Et Louis dit, ben ouais, mais Steph, on a les astres avec nous. On est alignés, en fait. Et c'était impressionnant. Et à quel point Louis il nous invite à nous lâcher et à faire confiance à la vie. Fais confiance à la vie. Et moi, maintenant, je relativise beaucoup là-dessus. Je me dis, voilà, là, ça fait pas mal de temps que j'insiste ça pour le faire, et finalement, ça ne marche pas. Et ben, c'est que ça doit pas se faire, en fin de compte. C'est comme une relation, on se termine, on se quitte, etc. C'est que c'était la fin, c'est que ça doit se terminer. Mais tout ça, c'est dans la nature, ça, c'est dans le vivant. Quand on fait les choses comme ça, avec conscience et bienveillance, eh bien, tout se passe bien, en fin de compte. Ça, c'est vraiment le... Bon, bref, pour répondre à ta question, arrêtez de croire que voilà, faut aller au supermarché, machin truc. Ben, il faut juste s'organiser. Je travaille, j'ai des horaires. Par exemple, je travaille au bureau de 7h30 à 18h30. Mais j'ai envie d'acheter. Tiens, il y a un producteur qui est à 30 km de ma ville et qui vient tous les jeudis matins vendre ses paniers. Je vais lui prendre à lui. Hein? Ah bon? Et tu vas le voir, tu le rencontres, tu discutes. Et vous n'auriez pas quelqu'un autour de vous qui fait des poulets bio, plein air, etc. Ah bah si, j'ai une collègue et tout, machin. Ah bon, bah moi ça m'intéresse, etc. Bah ok, tac, bah voilà le numéro. Et puis bing, le week-end, plutôt que de regarder un match de foot, un match de rugby ou de regarder les stories Instagram, bah tu te bouges et tu vas là-bas et tu vas rencontrer Nana et tu vas l'acheter 4 poulets que tu vas mettre au congélateur. C'était un congélateur. Et puis ton maraîcher, il va dire, ouais, vous savez, moi, j'ai besoin de main-d'œuvre des fois pour désherber un peu les rangs et tout ça. Vous pouvez venir et je vous paye en caisse de tomates. Ouais, ok, bon, bah, pourquoi pas? Ok, bah, je vais venir. Et d'un seul coup, tu vas changer ta vie en fin de compte. Si tu t'investis, si tu te rapproches, si tu fais de l'achat direct. Et moi, je suis pour un truc pour changer le monde, c'est le boycott et le boycott. C'est-à-dire que je ne suis pas d'accord avec Amazon, et ben, je n'achète pas Amazon. Par contre, je vais aller commander mon livre chez mon libraire. Écoute, oui, je peux te le commander, ok, tac. Ça, c'est du boycott. Mon libraire, je l'adore. Donc, je vais lui acheter à lui. Ça, c'est du boycott. Je ne suis pas d'accord, je boycotte, Et ça fait changer la matière. Ça fait vraiment changer le monde, quoi. Parce qu'on croit qu'aujourd'hui, on a des classements ridicules des hommes les plus riches du monde, etc., qui devraient avoir honte de leur fortune. Pour moi, ils devraient se cacher. Ils ne devraient pas faire ces journaux comme Forbes, etc. Pour moi, c'est tellement le 20e siècle, quoi. Quand je vois ça, moi, j'en veux pas, parce que moi, j'étais dans ce délire-là. Mais c'est tellement has-been, quoi, de se la péter parce que je suis milliardaire. Mais c'est pas normal, mon gars, que tu sois milliardaire. T'écrases plein de têtes, là, avec tes milliards. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai changé mon fusil d'épaule. Je sais pas si c'est une bonne expression, mais j'ai changé mon regard sur tout ça. Et, je reviens au réel, les deux pieds sur terre. Et vraiment, c'est ben, même si on est en ville, on peut acheter producteur et surtout boycotter ces industries. Mais vous croyez quoi? Vous croyez que Amazon, c'est même un des hommes les plus riches du monde? Vous croyez qu'il ne peut pas se péter la gueule dans 5 ans? Mais bien sûr que si. Bien sûr que si. Il suffisait peut-être 20% qui n'achètent plus Amazon, je suis sûr qu'il s'écrase. Donc, franchement, moi, j'ai beaucoup d'espoir dans ça. Donc, on a un pouvoir puissant qui est l'argent, quoi. C'est attention, hein, tu peux pas dire que tu veux changer le monde en train de boire ton coca avec ta clope à la main, hein. Moi, coca, tout ça, je boycotte depuis des années, quoi. McDo, toutes ces grandes chaînes pourries là, je dis OK, OK, bah vous existez, mais moi, vous n'aurez pas mon argent. Donc, et ça fait changer la matière. Pour moi, c'est de boycotter et par contre d'acheter directement, moi, comme je vois là, au producteur, ça me fait un bien fou. Tu achètes un peu plus cher, mais putain, tu finances un projet écologique et c'est l'achat direct, hein, c'est top.
On arrive à la fin de cet entretien. Il y a Voilà. une question que je pose à tous mes invités et à laquelle tu n'échapperas pas, même si ça a été un petit peu notre sujet de discussion. Si tu avais le pouvoir de changer le monde avec une baguette magique, hein, donc vraiment là tu peux d'un coup de baguette tout changer, par quoi tu commences? Ben, pour moi, il y a pas de baguette magique en tant que telle, selon moi. Mais moi, si je suis pris de passion par ma culture et si je fais des formations, des stages, des livres, etc., c'est pour transmettre ce, ce savoir que permaculture, agroécologie, agroforesterie, ça c'est la même chose. Donc, on dit donner du poisson à un homme, c'est le sauver pour la journée, mais lui apprendre à pêcher, c'est le sauver pour la vie. Moi, si je donne un coup de baguette magique, ce serait de voir cette méthode de production alimentaire qui est la permaculture, mais qui est aussi, tu peux très bien faire de la permaculture sans jardiner, c'est-à-dire que prendre soin des gens autour de toi, produire tes boissons naturelles, tu peux faire du social, etc. C'est de la permaculture humaine. Eh bien, ce serait d'un coup de baguette magique que cette philosophie de vie éthique qu'est la permaculture puisse se répandre bien plus vite qu'elle ne se répand, mais déjà elle se répand très bien, simplement essaimer ce mode de vie, cette vision de vie que je t'ai exprimé là pendant une petite heure. Merci Stéphane, à bientôt. Avec plaisir, Alex. Merci pour tout. Bonne journée et à bientôt. C'est la fin de cet épisode. Avant de vous quitter, je vous livre comme d'habitude mon ressenti et les 3 idées phares que je garde en mémoire. Tout d'abord, je reste persuadé, malgré mon échange avec Stéphane, que prendre le chemin de l'autonomie et du retour au vivant, c'est-à-dire aller à contre-courant de la société, demande beaucoup de volonté. Déjà, parce que, comme le dit Stéphane, le système est bâti de telle façon que ce qui est le plus simple, le supermarché, les commandes Amazon, est plus accessible que ce qui est éthique. Mais aussi et surtout parce que pour des publics précaires ou fragilisés, et je le sais pour l'avoir vu de mes yeux durant la période où j'ai travaillé dans le social, tous les actes de la vie quotidienne constituent un parcours du combattant. Alors prendre la voiture et faire 30 km pour aller chez un producteur local, c'est juste hors de portée. Pour autant, j'en retiens l'idée de se regrouper à plusieurs, de créer des collectifs pour référencer et réunir au même endroit différents producteurs, et ainsi faciliter un peu la tâche à toutes les personnes qui sont à l'étape juste avant nous dans le parcours. Si par l'entraide, on peut permettre à d'autres de faire le premier pas, qui est certainement le plus difficile à faire, c'est déjà énorme. Ensuite, ne pas oublier que les briques se posent l'une après l'autre, et que tous les super projets que l'on voit dans les documentaires, dont celui de Stéphane, mais aussi sur le net, ont pris des années, voire des décennies, pour se mettre en forme tels qu'ils nous apparaissent. Pour ne pas avoir cette sensation d'une montagne infranchissable, il est nécessaire de prendre conscience que tout cela s'inscrit dans le temps long. Le chemin vers l'autonomie est pour beaucoup le parcours d'une vie, et ce que nous montrent les documentaires n'est que la partie émergée de l'iceberg. Stéphane nous rappelle de faire chaque jour du mieux que l'on peut, pour faire grandir son biotope progressivement. C'est en fin de compte le 4e accord Toltec, et j'aime beaucoup cette idée. Enfin, il semble nécessaire, pour retrouver de l'autonomie, de retrouver en parallèle du temps libre, du temps pour soi et pour son jardin, et donc de sortir de la dépendance à un travail, un emploi du temps contraignant, un rythme quotidien assigné. Il ne s'agit pas pour autant de chercher à vivre sans argent, mais dans le modèle économique que nous partage Stéphane, on retrouve une accumulation de plusieurs sources financières, ce qui lui permet, mise bout à bout, de gagner en indépendance. Si vous écoutez le podcast depuis l'Eure-et-Loir, je profite de cet épisode pour vous partager une initiative locale qui fait sens par rapport au sujet du jour, et qui, c'est le hasard du calendrier, se tiendra justement ce week-end. Samedi prochain, le 21 octobre, de 10h à 16h, participez à l'événement Pizza Locale, organisé par l'association Culture Libre Eurélienne à Grogneul, près de Saint-Pia. L'objectif, préparer et déguster une pizza entièrement conçue avec des produits locaux, issus de notre voisinage. L'entrée et la participation sont libres. Plusieurs stands vous seront proposés pour vous accueillir, échanger sur la démarche, préparer les pizzas, tester vos connaissances et découvrir d'autres modes d'échange. Je serai présent et je compte bien vous y retrouver. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez soutenir le Bazar culturel en adhérant à l'association. Le lien est en description, de même que toutes les informations relatives au travail de Stéphane et à l'événement dont je viens de vous parler.
Merci d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus.